Bienvenue dans le 20h, voici les titres. Après le contrôle des parrainages, place au dépôt des recours au Conseil constitutionnel. 10 candidats recalés ont déposé ce matin le recours. Ils demandent un nouveau contrôle des parrainages, un contrôle fiable pour une élection présidentielle inclusive. Dématérialisation intégrale des procédures. L'administration douanière évalue le processus quelques semaines après son lancement. Il devrait permettre de gagner du temps et supprime les déplacements physiques pour les acteurs. Dans l'ambiance de la CAN 2023 dans la ville de Yamoussoukro, nos envoyés spéciaux nous font découvrir l'attraction de la ville, le lac des Caïmans, un lac créé par l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny et où vivent plus de 200 caïmans et crocodiles. Et comme tous les mardis, vous aurez dans ce journal la rubrique Réussir au Sénégal. Elle nous amène à la rencontre de Talla Gadiaga, un ancien couturier devenu vendeur de tissus. Je vous le disais tout de suite, après le contrôle des parrainages, place au dépôt des recours au Conseil constitutionnel. 10 candidats recalés lors du contrôle des parrainages ont déposé ce matin le recours. Ils demandent un nouveau contrôle des parrainages, un contrôle fiable selon eux pour une élection présidentielle inclusive. Les détails avec Abraham Paul Pouy. Nombreux sont les recours déposés au Conseil constitutionnel. Pour cette matinée, 10 recours Abdoulaye Madinjaye, Aliou Sarr, Mary Teuw Niane, Alpha Thiam, Mimi Touré, Thierno Alassane Sall, Mamadou Yatassaye, Dr Assane Ka et Charles-Émile Ciss sont les candidats recalés qui ont pour le moment déposé leur recours. Les recours signalent des irrégularités dans le système du contrôle de parrainage. Dans les recours, ces candidats recalés demandent au Conseil constitutionnel d'expliquer le nombre élevé d'électeurs non identifiés par le fichier électoral. Il demande aussi aux 7 sages de procéder à un nouveau contrôle, un contrôle fiable et transparent. Ces recours viennent s'ajouter aux recours de Maître Moussa Diop et Mohamed Ben Diop déposés depuis hier. Ce mardi est le dernier jour pour le dépôt des recours. Et puis le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba, par le biais de son avocat, a déposé un recours au Conseil constitutionnel ce mardi. La requête vise 3 candidatures qu'il dénonce et l'avocat n'a pas voulu citer les noms des candidats. Je vous propose d'écouter Maître El Hadj Amadou Sall. Nous sommes venus au Conseil constitutionnel au titre de la défense des intérêts du candidat Amadou Ba, qui avait des observations et des réclamations à faire pour le respect d'un certain nombre de principes qui, selon nous, n'ont pas été respectés par certaines candidatures. Et pour cette raison, naturellement, nous avons déposé des réclamations devant le Conseil sans que je puisse entrer dans les détails, étant entendu que très probablement le Conseil se chargera de publier les requêtes, les réclamations qui sont faites et les réclamations qui sont faites et les personnes contre lesquelles, les candidats contre qui ces réclamations sont faites. Donc je laisse le soin au Conseil de le faire et ou à tout le moins, le moment venu, le Conseil prendra sa décision. Donc nous faisons confiance au Conseil constitutionnel et nous attendons avec sérénité les décisions qui seront prises, étant entendu que nous respecterons les décisions du Conseil constitutionnel. Et en ce qui concerne les activités médiatiques pendant la période de pré-campagne, le CNRA rappelle à l'ordre les médias dans un communiqué qui nous est parvenu. L'organe de régulation dit avoir constaté dans certains médias des manquements graves relatifs à la diffusion de déclarations de messages de soutien à des candidats. Le CNRA a dans le même communiqué rappelé les sanctions auxquelles s'exposent les médias concernés si ces derniers persistent à s'adonner à de telles pratiques. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel en appelle à la responsabilité des médias pour un respect en cette période sensible de toutes les dispositions réglementaires. Invite les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne à faire une présentation honnête, impartiale et objective des questions et sujets à traiter.
statut de l'élu local. Les conseils municipaux du Sénégal dénoncent leurs difficiles conditions de travail et demandent la revalorisation de leur statut. Ils étaient en conclave à la municipalité des Parcelles Assainies. Je vous propose d'écouter à ce propos Thierno Gaye, conseillère municipale au micro de Boudal Ndiaye et Cheikh Magat Maye. Le COSEMES manifeste sa volonté de mettre en place une entité exclusivement dédiée aux conseils municipaux du Sénégal pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Le COSEMES réclame la valorisation du statut de conseil municipal et sa prise en compte dans les textes législatifs et réglementaires. Le COSEMES demande très respectueusement au chef de l'État de prendre très rapidement toutes les dispositions utiles et nécessaires pour corriger cette injustice que subissent les conseils municipaux du Sénégal. Nous avons introduit des demandes d'audience au président de la République et à certaines autorités pour que le COSEMES soit reçu dans les plus brefs délais pour discuter et pour trouver des solutions et régler ces injustices. Dématérialisation intégrale des procédures. L'administration douanière a organisé ce matin un atelier d'évaluation du processus, un processus de digitalisation des formalités de dédouanement lancé il y a quelques semaines et qui permet un gain de temps et la suppression des déplacements physiques pour les acteurs. Papa Bokarbo pour les détails. Au format numérique pour les formalités de dédouanement. Traditionnellement, l'administration des douanes utilisait parallèlement au système d'information dénommé Gaïndé, le support papier pour les formalités de dédouanement. Avec la dématérialisation, on supprime intégralement le support papier et on route l'ensemble des documents dans le système d'information de la douane pour permettre d'imprimer davantage de célérité aux formalités de dédouanement, mais aussi réduire le coût des formalités de passage en douane. Cet atelier d'évaluation permet au directeur général d'apprécier les nombreux avantages de la digitalisation du dédouanement pour tous les acteurs. Par exemple, pour dédouaner, le commissionnaire était obligé d'aller au niveau des compagnies d'assurance pour collecter une attestation d'assurance. Il était obligé en tout cas de se déplacer auprès des banques pour avoir une attestation d'importation. Il était aussi parfois obligé d'aller au niveau du ministère du Commerce pour avoir ce qu'on appelle une DIPA en cas d'importation de produits alimentaires. Aujourd'hui, avec la démat, on peut tout simplement, à partir de son bureau, collecter de manière électronique l'ensemble de ces documents, les router dans le système et avoir en tout cas un traitement instantané de la déclaration. Malgré les avantages de la numérisation du processus de dédouanement, quelques inconvénients sont notés. Parce que sur certains aspects, la machine n'était pas au point, il fallait des mises à jour. Sur d'autres aspects aussi, il y avait la résistance de certains acteurs qui avaient des difficultés à migrer, en tout cas dans les nouvelles procédures. Mais je crois que la sensibilisation a permis en tout cas de dépasser ces contraintes. Et aujourd'hui, je crois que c'est des formalités qui sont bien maîtrisées. La dématérialisation intégrale est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2024, une mesure phare qui permet de révolutionner les formalités de dédouanement, d'après les acteurs. Le ministre des Finances et du Budget a lancé ce matin la gestion budgétaire 2024. La gestion budgétaire 2024 sera, selon lui, marquée par la transparence dans l'exécution des dépenses de transfert, la déconcentration des responsabilités financières, le contrôle interne budgétaire et la redevabilité des ministères sur les politiques public, une projection du taux de croissance du PIB réel à 9,2% est attendue cette année. Les précisions de Maria Madjalo. L'atelier de lancement de la gestion budgétaire 2024 a été une occasion pour la tutelle de faire le bilan de l'année écoulée. Le ministre des Finances et du Budget apporte des précisions. Le déficit budgétaire
arrêté à 1045 milliards de francs CFA, soit 5,5%, dans la loi de finances initiale, a été revu à la baisse à 917,5 milliards de francs CFA, soit 4,9% dans la perspective de la consolidation budgétaire, avec l'objectif de la ramener à 3% du PIB en 2025. La gestion du budget 2024 estimée à 7 600 millions de francs CFA est établie comme suit. Avec comme priorité absolue le renforcement des secteurs stratégiques afin de maintenir la trajectoire d'émergence économique, la poursuite du soutien à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, pour accroître la souveraineté alimentaire, renforcer la sécurisation du territoire, des personnes et des biens et la résilience aux effets des changements climatiques, le Sénégal a élaboré un budget. Ainsi, la croissance est projetée à 9,2%, portée certes par la production des hydrocarbures, mais également adossée sur la dynamique des autres secteurs de l'économie. En vue d'améliorer la gestion de l'année budgétaire en cours, le ministre des Finances et du Budget prône la transparence dans l'exécution des dépenses publiques. Ainsi, des cellules de contrôle seront mises en place. Au chapitre des dépenses de transfert, puisque quasiment 80% du budget de l'État est en transfert. Transfert courant, transfert en capital. Véritablement, au sujet des transferts et dans un souci de transparence et de rigueur budgétaire, le mode d'exécution actuel, qui ne permet pas d'appréhender les natures économiques des dépenses effectuées, sera revu. Le ministre des Finances et du Budget appelle les différents ministères et institutions à veiller à la mise en place des cellules de contrôle de gestion en leur sein. La première édition de la Journée nationale de l'équité a été célébrée ce matin à Diamniadio sous le thème de l'équité sociale et territoriale au cœur du plan Sénégal émergent. Le président de la République, Macky Sall, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, est revenu sur l'importance des programmes d'urgence et leur impact dans la politique de développement communautaire. Macky Sall, que je propose d'écouter au micro de Babacar Seck. Je disais à l'occasion qu'il nous fallait dans l'urgence apporter des réponses aux difficultés persistantes auxquelles plusieurs parties de notre pays restent encore confrontées. Puisque lorsqu'on parle du PSE, c'est un programme sur 20 ans. Ku xiif mënoo ko ne xaaral 20 ans ñu doog la yekkal il faut nga wutal ko lu jooni tàng léegi te neex itam loolu mooy la philosophie des programmes d'urgence de développement communautaire, programme d'urgence de Puma. Promoville est un programme d'urgence aussi, pendant que maintenant le PSE va prendre la transformation structurelle à travers les autoroutes, à travers les ponts, les échangeurs que vous voyez, à travers de façon globale cette transformation économique, des structures de l'économie, ainsi que ces deux autres axes, à savoir le développement durable, le capital humain, développement durable et protection sociale. Tout cela va en même temps, ainsi que la gouvernance, la paix et la sécurité. Mais dans l'urgence, il fallait apporter ces réponses. Donc c'est pourquoi nous avons déroulé une stratégie intégrée, solidaire et inclusive. Allons à présent à Kolda, dans le département de Vélingara, plus précisément où la malnutrition prend des proportions inquiétantes chez les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes, une situation due à une mauvaise habitude alimentaire, mais également à certaines croyances populaires qui interdisent certains aliments aux enfants et aux femmes enceintes. Et pour lutter contre ce fléau, une caravane de sensibilisation sur le consommé local a été initiée sur place. Les précisions à Kolda de notre correspondant Seydou Diata.
Les activités agricoles, le maraîchage en particulier, sont assez développées dans le département. Mais l'essentiel des produits, notamment les aliments nécessaires à la croissance des enfants, finissent généralement au marché avant de prendre la direction vers d'autres localités du pays. Ce qui n'est pas sans conséquence dans l'assiette au niveau de beaucoup de ménages où la malnutrition a élu domicile. On a beaucoup de cas de malnutrition, les malnutritions aiguës sévères, les malnutritions aiguës modérées dans notre département. Et que souvent les gens pensent qu'il faut aller à la pharmacie pour trouver les éléments nécessaires vraiment pour nourrir son enfant. Alors que tous les nutriments essentiels nécessaires se trouvent dans les maisons. Le mal réside dans l'assiette. Il faut donc aller chercher le remède dans le changement de comportement pour l'amélioration des habitudes culinaires. Le préfet du département de Vélingara, Thierno Souleymane Sow, pose les premiers jalons à travers le lancement d'une campagne dite de sensibilisation initiée par le GIO Agreux-Bédaré. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour le lancement de cette campagne pour sensibiliser, éveiller, conscientiser tout le monde de sorte que les enfants et les femmes, de manière générale, puissent s'alimenter convenablement mais sainement et en équilibre. Dorénavant, ces combattants de la malnutrition peuvent compter sur le soutien du projet Tiers Sud Bédaré qui intervient dans la région. Nous sommes un projet de développement, un projet de l'État du Sénégal et nous avons toujours accompagné, comme tous les autres projets, en tout cas du département de Vélingara. C'est une campagne en tout cas que nous pensons quand même qu'il y aura un impact en tout cas significatif en tout cas sur le relèvement du statut nutritionnel des enfants de manière générale. Donc l'amélioration en tout cas de la santé infantile des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Il est vrai que la région de Kolda n'est pas côtière et souffre énormément de manque de produits halieutiques, mais peut tout de même compenser les carences nutritionnelles grâce aux potentialités dont dispose la localité, si seulement si les communautés locales acceptent le changement de comportement dans le domaine culinaire. Améliorer les programmes de soutien à l'innovation pour les petites et moyennes entreprises au Sénégal avec un focus sur l'équité, la diversité, l'inclusion. Tels étaient les objectifs de l'atelier de partage de connaissances initié par le think tank IPAR. Et après 2 jours de réflexion, les organisateurs sont plus que jamais déterminés à garantir une plus grande contribution des PME à l'économie nationale, selon le coordonnateur du projet, Djibril Diallo, que nous écoutons. Ce projet a pour objectif en fait d'améliorer les programmes de soutien à l'innovation. Autrement dit, il s'agit un peu de faire d'analyser l'impact de ces programmes-là sur les PME, sur leur performance en termes de création d'emplois, de chiffre d'affaires, mais également en tenant compte des critères de renforcement basés sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Dans la plupart des programmes qui sont mis en œuvre, l'aspect est beaucoup plus mis sur un peu le côté recensement, implication, également nombre de personnes ciblées et tout, mais quand même du point de vue de l'impact réel de ce programme-là, est-ce que cela a augmenté la croissance économique du pays? Est-ce que cela a augmenté le niveau de création d'emplois? Est-ce que cela a participé à l'insertion professionnelle également des jeunes entrepreneurs également? C'est des questions que souvent ces programmes-là ne nous donnent pas d'informations. Donc c'est dans ce sens-là également que ce projet est venu pour apporter quand même des réponses par rapport à ces genres de questionnements. Et dans ce sens-là, donc, on voit que 70% des PME qui sont au Sénégal évoluent dans le secteur informel déjà. Donc ça montre quand même que c'est un coffre qui est là et qui permet de caser un certain nombre d'entrepreneurs et de les permettre d'avoir des revenus pour satisfaire un peu leurs besoins. Direction la Côte d'Ivoire pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations et de l'équipe nationale du Sénégal. 14 joueurs ont pris part à la séance d'entraînement du jour. Seuls les joueurs qui n'ont pas débuté face à la Gambie étaient présents. Cheikhou Kouyaté est autorisé à rentrer à Dakar après le décès de son père ce mardi. Depuis Yamoussoukro, on retrouve un de nos envoyés spéciaux, Cher Diop. Cher, bonsoir. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur l'entraînement des Lions?
Bonsoir à Seta Ndiaye, bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, sans doute le Sénégal a joué ce lundi son premier match face à la Gambie, un match remporté par les hommes de Aliou Cissé. Donc ce mardi, c'était la première séance d'entraînement des Lions ouvert à la presse, autant pour moi. Une séance à laquelle 14 joueurs ont pris part, à savoir les deux gardiens de but, Alfred Gomis et Mori Diaw. Les joueurs qui n'ont pas été titulaires face à la Gambie hier, on note également l'absence de Cheikhou Kouyaté, dont le décès du père a été annoncé quelques heures plus tôt. Ce qui veut dire qu'il n'a pas pris part à la séance. Elle a même été autorisée par la fédération à se rendre à Dakar pour assister à ces funérailles. Il y a également Fodé Ballo-Touré qui s'est un peu entraîné avec le groupe avant d'être isolé pour des séances de renforcement. On note que les 14 jours ont pris part à la séance avec une opposition de deux équipes. Le plus important pour le moment reste le groupe, comme vous le savez sans doute, Youssouf Sabaly, le jour qu'on attend toujours. C'est le seul manquant du groupe de Aliou Cissé au lendemain de la victoire face à la Gambie. Après la séance, un des joueurs s'est adressé à la presse. Il s'agit d'Iliman Ndiaye. Il a montré ses impressions. Suivons-le. C'est important de commencer la compétition avec une victoire. C'est vrai que la CAN elle est difficile et on aura plein de matchs difficiles, mais donc voilà, on prend les matchs un par un et on essaie de gagner le prochain. Comme je l'ai dit, c'est une compétition très difficile. Donc voilà, tu as des équipes qui peuvent sortir des... Tu vois on ne savait pas qu'ils allaient sortir des résultats et donc voilà, nous on va rester concentrés sur nous-mêmes et voilà, prendre match par match. Je pense que mes ambitions c'est les mêmes que mes coéquipiers. C'est de partir le plus loin possible et aller chercher le titre de champion d'Afrique une deuxième fois. Voilà, c'était Iliman Ndiaye qui s'est adressé à la presse après la séance d'entraînement. Comme vous le savez sans doute, je répète, il y avait 14 joueurs qui sont entraînés cet après-midi sur la pelouse du stade annexe du stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro. C'était la première séance d'entraînement des Lions après la victoire face à la Gambie. Une séance de décrassage, comme vous le savez sans doute, les titulaires n'ont pas participé à la séance. Ce mercredi, il n'y a pas de séance d'entraînement pour les Lions du Sénégal qui vont reprendre après-demain avant de préparer le match face au Cameroun ce vendredi à 17h. Merci beaucoup, cher Diop. Nous restons dans l'ambiance de la CAN. Mais cette fois-ci, nos reporters nous emmènent à la découverte du lac des Caïmans. C'est à Yamoussoukro, un lac créé par l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Et c'est l'une des attractions des visiteurs qui viennent de partout. Plus de 200 caïmans et des crocodiles, j'y arrive, vivent dans ce lac. Je vous propose de suivre le reportage de Cher Diop et Serine Salioudem. Il se situe derrière le palais présidentiel de Yamoussoukro. Le lac des Caïmans abrite plus de 200 caïmans, quelques crocodiles et alligators. Un site qui attire toujours la curiosité des Ivoiriens. Ils sont à chaque fois nombreux à s'y rendre. Bon, le lac de Caïmans présente un coin touristique pour nous, pour la Côte d'Ivoire, parce que ça représente d'abord la Côte d'Ivoire. Lorsque les étrangers qui arrivent en Côte d'Ivoire, tout le monde a l'impression de venir regarder, donc c'est important pour la Côte d'Ivoire. Ces bêtes ont pour la plupart été offertes à l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny par ses amis du Mali, Modibo Keïta, et du Madagascar, Siranana, ce qui représente beaucoup pour la jeunesse ivoirienne. Bon, aujourd'hui on est venu visiter un peu, comme c'est un lieu touristique pour tout le monde. Bon, aujourd'hui en tout cas, c'est un grand jour pour nous parce qu'au moins, on a un pays qui représente au moins les Caïmans. Et on vient visiter de temps en temps. Le jour en tout cas, il y a un temps libre, on peut venir visiter. Bon, c'est tout. C'est Félix Houphouët-Boigny lui-même qui s'occupait de la nourriture de ces carnivores de son vivant. Mais aujourd'hui, c'est devenu un spectacle attrayant et tout le monde contribue. Le lac des Caïmans est situé en plein centre-ville de Yamoussoukro, ce qui devrait en principe poser une question de sécurité. Mais ici, personne n'a peur. Bon, actuellement ils ont entouré. Bon, actuellement on n'a pas peur parce que actuellement tout le monde est là, on visite. Enfin, il n'y en a pas peur au fait. L'héritage du président Félix Houphouët-Boigny est bien sauvegardé à Yamoussoukro. Aujourd'hui, ses arrière-petits-fils vivent dans son palais, toujours bien gardé.
À côté, le lac des Caïmans constitue un legs important pour ce peuple et les touristes. Et ce mardi, l'équipe de Réussir au Sénégal nous emmène à la rencontre de Talla Gadiaga, un ancien couturier devenu vendeur de tissus. Il commercialise des chiffons, un tissu soyeux. Talla Gadiaga poursuit sa passion de marché en marché malgré la forte concurrence. Aïssatou Kane. Dans le commerce des chiffons depuis 1991, Talla Gadiaga trie consciencieusement des tissus éparpillés sur le sol. Les soies délicates sont soigneusement séparées. Les cotons sont rassemblés dans d'énormes sacs artisanaux, pesés. Et avec une épaule résolue, près de 50 kg sont transportés vers le dépôt en vue de leur prochaine vente. La maladie a contraint Talla Gadiaga à abandonner la couture pour embrasser le monde des chiffons. doon naa def tailleur machine baa ngi nii si ginnaaw mais récemment dama am hémorroïde interne ma bàyyi woon liggéey boobu ñëw na léegi ci problème mu. J'étais tailleur et lorsqu'on m'a diagnostiqué une hémorroïde interne, j'ai dû abandonner pour me consacrer au commerce de chiffons. Ce sont les vendeurs de friperies qui nous les revendent. ñoom ba seen xaalis génn ñoom ci la ñuy nag ñëw léegi nag ñoom takkaat loolu indi ñu jaayoon ko noonu tam ñu tiré ko pour def ko chiffon. Aujourd'hui, son fils, détenteur de sa propre boutique de friperie, le soutient dans ce commerce exigeant depuis 7 ans. Après avoir abandonné mes études, je n'avais rien à faire. J'ai décidé d'aider mon père pendant 7 ans. Il n'y a pas un an que j'ai démarré mon propre commerce de chiffon. Chaque jour, cette maison de sous-location devient le lieu où des vendeurs de friperie apportent des cargaisons de chiffons évaluées au poids. Nous vendons par kilo, allant de 500 kg à 2 tonnes. Habituellement, nos clients sont ceux qui travaillent au port sur les bateaux. Selon la nature des tissus, le prix varie entre 225 et 450 francs par kilogramme. Grâce à ce commerce florissant, Talla Gadiaga a pu ériger sa demeure à Touba. J'ai ouvert un compte bancaire même s'il n'y a pas beaucoup d'argent. Au moins, j'ai pu construire une maison à Touba, là où nous sommes. C'est en location. Cependant, la concurrence acharnée et les difficultés à remporter des marchés représentent des obstacles constants. La concurrence n'est pas facile. Parfois, nous sommes obligés de réduire les prix. Talla Gadiaga a tenté d'établir une entreprise formelle, mais il a dû faire face à des embûches insurmontables. J'avais voulu ouvrir mon entreprise, mais la somme demandée était trop élevée. Pour ce dossier, il fallait plus de 500 000 francs. J'ai préféré m'arrêter là. Malgré cela, son fils demeure convaincu qu'un jour, la famille Gadiaga donnera naissance à une entreprise portant fièrement leur nom. J'aimerais transformer ce commerce en une entreprise familiale et pouvoir remporter des contrats avec de grandes entreprises. Dans l'ombre des piles de chiffons, parmi les défis et les embûches persiste la lueur d'une ambition tenace, car au-delà des chiffons, c'est l'histoire d'une persévérance qui tisse le fil de leur avenir. Et surtout, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite l'équipe de RSA pour la suite, la dernière partie.
Thank you.